Au XVe siècle, la connaissance du globe terrestre, aussi bien en termes de continents que d'océans, est assez limitée. Seuls 3 continents constituent le monde entier aux yeux des contemporains de l'époque: l'Europe, l'Asie et l'Afrique. En conséquence, la proportion d'océans parcourus et cartographiés était très lacunaire. Avec les grands voyages maritimes qui ont lieu dans la seconde moitié du XVe siècle, ainsi qu'avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la connaissance terrestre s'enrichit. La maîtrise de l'espace maritime devient un enjeu économique, voire géopolitique. Qui tient la mer, tient le commerce du monde. Qui tient le commerce, tient la richesse. Qui tient la richesse du monde, tient le monde lui-même, affirme Walter Raleigh, officier et explorateur britannique du XVIIe siècle. Si l'ensemble du globe terrestre nous est connu aujourd'hui et que l'exploration et l'exploitation des océans est depuis longtemps entreprise, force est d'admettre que nous sommes très loin d'une maîtrise de cet environnement liquide. Seuls 5% des fonds marins ont été cartographiés de manière topographique et 90% des fonds marins restent inexplorés. Ainsi, 65% de la surface de la planète nous est relativement inconnue. Cette ignorance est une gageure, dans la mesure où l'océan rend viable l'existence sur Terre. Recouvrant 71% de la surface de notre planète bleue, les océans représentent 99% de l'espace dans lequel la vie peut se développer sur Terre. Depuis 1991, nous en avons appris davantage sur la topographie de Mars que sur notre propre planète, surface terrestre et fonds marins compris, affirme le vice-amiral Shintani, président du comité directeur de la GEPCO. Ainsi, le point 10 du plan France 2030 consacre des investissements dans le champ des fonds marins pour une meilleure compréhension du vivant. Ces lacunes dans les connaissances n'empêchent pas l'exploitation de ces vastes surfaces d'eau. Que ce soit pour les ressources halieutiques, les minéraux, les nodules polymétalliques ou les hydrocarbures, les formes d'extraction des ressources océaniques sont nombreuses. Les océans sont aussi à la base de nos communications et de nos échanges. Ces échanges ne se limitent pas aux marchandises, mais aussi aux flux de données. Ceux-ci transitent par câbles sous-marins qui constituent la colonne vertébrale des télécommunications mondiales. 99% du trafic total sur Internet est assuré par ces câbles qui totalisent 1,3 million de kilomètres. En 2021, on dénombrait plus de 420 câbles, dont le plus long mesurait près de 39 000 kilomètres. En septembre de la même année, un consortium composé entre autres d'Orange, de Google et de Facebook a annoncé étendre le câble To Africa, qui devrait ainsi atteindre près de 45 000 km de long. Ces câbles sous-marins sont des infrastructures critiques, c'est-à-dire des constructions décisives pour notre société. Si l'espace a toujours été un objet de fascination qui a généré des hypothèses, voire des convictions sur le fonctionnement de l'univers, il faut attendre les 15e, 16e siècles pour avoir de meilleures connaissances sur cette étendue qui nous sépare des astres et plus généralement qui sépare les astres entre eux. Les outils de mesure scientifiques permettent des avancées importantes depuis le XVIe siècle. Après la découverte de l'ensemble des parties du globe, les humains se lancent à la conquête de cette nouvelle frontière qu'est l'espace au XXe siècle et plus particulièrement depuis la guerre froide. Aucun accord international n'a jamais pu être obtenu sur une définition de la frontière de l'espace. Certains pays considèrent que la ligne dite de Kármán, qui commence à 100 km d'altitude, est pertinente, car le vol aérodynamique est impossible. D'autres pensent qu'il faut retenir l'altitude minimale à laquelle il est possible de se maintenir en orbite, soit environ 125 km d'altitude. Cette absence de consensus n'empêche pas la communauté internationale de tenter de légiférer. L'ONU ratifie un traité de l'espace qui pose les principes régissant les activités des États
en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique. L'ONU y proclame que l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique doit s'effectuer pour le bien de tous les peuples et que son utilisation doit se faire à des fins pacifiques. L'ONU encourage dans cette perspective la coopération internationale. De même, il ne peut y avoir de proclamation de souveraineté de l'espace atmosphérique. L'espace doit être libre d'accès pour l'ensemble des États. En 2025, 117 pays dans le monde ont ratifié le traité, tandis que 21 ont signé le traité mais ne l'ont toujours pas ratifié. Il s'agit principalement de pays appartenant au Sud global. Un certain nombre de pays qui ont ratifié le traité semblent désormais vouloir s'en affranchir. Le Space Act, loi votée en 2015 aux États-Unis, confère ainsi le droit aux entrepreneurs américains d'extraire, d'exploiter et de céder les ressources spatiales. Donald Trump affirme dans un décret présidentiel de 2020 que l'espace extra-atmosphérique est un domaine d'activité humaine juridiquement et physiquement unique et les États-Unis ne le considèrent pas comme un bien commun mondial. Les États-Unis sont suivis par le Luxembourg et les Émirats arabes unis dans cette vision commerciale de l'espace qui rejette l'universalisme. L'espace, comme les océans, est un lieu de projection de l'activité terrestre et de ses rivalités. De nouveaux acteurs étatiques, ainsi que des entreprises privées, ont rejoint ce club fermé qui a accès à l'espace. En décembre 2021, 95 États sont propriétaires d'au moins un satellite et 40 d'entre eux ont créé leur agence spatiale. Cependant, une dizaine d'États possèdent à eux seuls 90% des satellites. De même, les pays ayant les moyens financiers de construire des sites de lancement sont rares. On y trouve une nette domination des États-Unis, de la Russie, de la France, de la Chine et du Japon, qui restent les grandes puissances spatiales du XXIe siècle. Avoir une ou plusieurs bases de lancement sur son sol est un acte d'indépendance qui préserve la souveraineté d'une nation dans son accès à l'espace. Le nombre de satellites envoyés dans l'espace a augmenté de manière drastique ces dernières années, passant de 2000 en 2018 à plus de 10 000 en 2024. Cette croissance est due à la société SpaceX détenue par Elon Musk et sa constellation Starlink. Ce projet a pour ambition de proposer un accès à Internet haut débit partout dans le monde, avec à terme 12 000 satellites stationnés en orbite terrestre basse. D'autres acteurs se lancent aussi dans la constitution de constellations de satellites, à l'instar de la Chine au travers de son projet Changfan ou de la France au travers de OneWeb. Les satellites sont fondamentaux pour un grand nombre de services sur lesquels nous comptons chaque jour, tels les prévisions météorologiques, les distributeurs de billets ou le GPS. Ces satellites sont duals, c'est-à-dire qu'ils ont une utilisation aussi bien civile que militaire. La surveillance de la Terre est permanente et est indispensable dans le cadre d'une guerre. Dissimuler une manœuvre militaire d'une ampleur significative va devenir à court terme extrêmement difficile et probablement à terme impossible, affirme le général Philippe Steininger, prenant l'exemple de la congestion routière à Belgorod la veille de l'invasion de l'Ukraine, repérée par Google Maps. Face à cette explosion du nombre d'objets dans l'espace, les dangers pour les installations spatiales sont nombreux. Environ 36 000 objets d'une taille supérieure à 10 cm et un peu moins d'1 million dépassant le centimètre tournent autour de la Terre. 90% de ces objets sont des débris, par définition non manœuvrables et qui ont donc un fort potentiel destructeur. Les innovations liées à la conquête spatiale ont connu des adaptations dans notre vie quotidienne. On leur doit les couches pour bébés, les couvertures de survie ou le téflon, mais aussi de grands progrès médicaux, tels les dialyses ou les pompes à insuline.